16 février 2018. Au sommaire de cette édition, le président de la République reçoit le prix Gadia de l'Union africaine, une distinction qu'il doit à sa clairvoyance et son combat pour la promotion des droits de la femme. Kaba 43 Camara, grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, vient d'être installé dans ses fonctions. Les projets de réforme de la chancellerie sont ses priorités. Et puis le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, était à Dalaba pour commémorer la journée du livre avec la direction générale de l'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accorder votre fidélité à la une de cette édition. Le chef de l'État vient d'être honoré. Professeur Alpha Condé a été gratifié du prix Gadia. Il reçoit ce prix au nom de l'Union africaine à travers le président Nana Akufo du Ghana. Cette distinction est une reconnaissance des actions louables que le président Condé a menées au cours de son mandat à la tête de l'institution panafricaine. On écoute Arafin Kabine Kaba, ambassadeur de la République de Guinée, à Accra, au micro de Mohamed Lamine Souma. Gadia, c'est un prix que le président Nana Addo Dankwa Akufo du Ghana vient de décerner à son Excellence le professeur Alpha Condé. C'est en sorte une reconnaissance de l'inestimable contribution que le professeur a apportée durant son mandat à la présidence de l'Union africaine. Ce prix que j'ai l'honneur de lui remettre aujourd'hui est aussi un témoignage éloquent du succès de son mandat. Et ce prix Gadia concerne spécifiquement un des 15 points stratégiques majeurs de sa vision 2063 pour l'Afrique, et précisément pour l'Union africaine, et concerne la promotion des droits des femmes, l'égalité du genre, et surtout l'autonomisation des femmes pour le développement de l'Afrique. Parce que le professeur a estimé qu'on ne saurait parler du développement de l'Afrique si nous n'intégrons pas de façon très efficiente et de façon très pratique des objectifs mesurables pour autonomiser, donner les moyens et toutes les ressources nécessaires, tous les programmes qu'il faut pour le développement économique des femmes. J'insiste beaucoup là-dessus parce que Gadia, c'est ça. C'est d'abord le pouvoir économique des femmes. Le second volet de ce prix, il concerne un autre aspect non moins important. Il s'agit de la participation des femmes à la vie politique. L'analyse qui a été faite par les chefs d'État à Addis Abeba, corroborée par les Nations Unies, est que si 50% de la population africaine est composée de femmes, il ne se trouve que 23% de femmes qui sont dans les instances de décision. Et pour pouvoir servir la cause des femmes, il est indispensable de faire la promotion des femmes au niveau de la prise de décision. Donc Gadia, ce projet a été confié au président du Ghana, parmi les 15 chefs d'État qui ont été choisis comme champions au niveau de l'Union africaine. Dans l'actualité également, le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté vers la mise en place d'un comité de contrôle des propos haineux excitant à la violence. Khalifa Gassama Diaby était ce matin à la haute autorité de la communication. Il a tout d'abord visité les installations du centre monitoring de médias avant d'échanger avec les responsables sur la mise en place du dit comité. Makale Souma pour les détails. La violence commence dans les propos. C'est pour amener donc les citoyens à réfléchir aux conséquences de leurs propos avant de les tenir qu'a été émise l'idée d'un comité de suivi des déclarations. Depuis l'annonce par le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, suite aux récentes violences post-électorales, beaucoup de Guinéens s'interrogent. Mais là-dessus, le ministre insiste. Cette décision, nous allons la mettre en place et de la façon la plus ferme et la plus urgente. Nous ne parlons pas ici, que cela soit clair, nous ne parlons pas de messages de débat politique. Le débat politique peut être virulent, il peut être critique. Et personne dans la démocratie n'est à l'abri de la critique, y compris le gouvernement. Nous ne parlons pas de critique, nous ne parlons pas de jugement, d'opinion. Nous parlons de propos qui peuvent amener ce pays
qui doit construire une nation de justice, de liberté et d'égalité, à se faire face à face dans une situation de violence inacceptable et totalement injuste. Nous travaillons contre les propos haineux, contre les propos violents, contre les propos qui insistent à l'exclusion ethnique, à l'affrontement interethnique, et cela, nous ne pouvons plus l'accepter, le peuple de Guinée ne peut plus l'accepter. La mise en place de ce mécanisme de surveillance des propos haineux et irresponsables nécessite une synergie d'action. Et le premier partenaire pour la bonne marche de l'action est la haute autorité de la communication qui détient un certain nombre d'expertises techniques. Aujourd'hui, nous avons une banque de données informationnelles digitalisée, numérisée et stockée 24 sur 24. Aujourd'hui, les prérogatives de la HAC, c'est de faire une régulation du contenu. Et vu que cette communication est basée sur le contenu et avec des idées qui sont de nature à amener la paix et la quiétude au niveau de la cité, la HAC ne peut qu'apporter son grain de sel en mettant à sa disposition ces différentes informations et notre expertise dans ce domaine-là. Sur la question de la composition du comité et de son fonctionnement, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté précise. Ce mécanisme est un mécanisme à deux temps. Le premier temps, c'est le comité technique. Le comité technique est la structure technique qui va relever les informations, les propos, les faits et gestes avec l'accompagnement et l'expertise de la HAC et de certain nombre de partenaires et d'acteurs, puisque je veux rassurer que ce comité sera d'une impartialité et d'une neutralité républicaine absolue et totale. Donc tous les acteurs concernés seront là. Ça ne se passera pas sous table, ça se passera clairement, et ceux qui sont repérés, soit sur les réseaux sociaux, soit dans les médias audiovisuels, et qui sont qu'on peut contacter en Guinée, qui vivent sur le territoire national. Et quand ce sont des personnalités publiques ou politiques, ou associatives, ou médiatiques, nous transférons les constats du comité technique vers le comité éthique. Et nous inviterons les personnes incriminées à venir s'expliquer vis-à-vis de ce comité ou devant ce comité éthique. Et bien entendu, ce comité aura des recommandations à faire face à ces personnes, notamment s'excuser auprès du peuple de Guinée et poser un certain nombre d'actes pour corriger les méfaits des propos, à condition, je précise, que ces propos n'aient pas déjà créé des conséquences dramatiques. Si c'est le cas, on va directement vers la justice. Dans les prochains jours, le ministre compte rencontrer le corps diplomatique accrédité dans notre pays. Au menu de la rencontre, la gestion de certains Guinéens de la diaspora qui balancent à tout bout de champ sur les réseaux sociaux des propos incitant à la haine et à la division en Guinée. Une rencontre d'échange et d'information était prévue ce vendredi entre Aboubakar Souma, syndicaliste dissident du SLEG, et Alia Camara, inspecteur général du travail. Mais fort malheureusement, le syndicaliste n'a pas respecté le rendez-vous. L'inspecteur général et le ministre de l'Emploi, porte-parole du gouvernement, fustigent cette attitude du syndicaliste. Aboubakar Souma et l'appel au dialogue. Suivez. J'ai rencontré M. Souma aujourd'hui. Il vous souviendra que suite à la réunion tenue à la primature sous l'égide de M. le Premier ministre et suite au communiqué télévisé du 14 février 2018, il avait été instruit à M. l'inspecteur général du travail que je suis d'entrer en contact effectivement avec M. Souma Aboubakar pour qu'ensemble nous puissions faire un échange et trouver une solution de sortie de crise. Et à la suite donc de ce communiqué, le soir j'ai pris contact directement avec M. Souma au téléphone et je lui ai dit que je souhaitais le rencontrer ce jour vendredi à 10h. Il m'a dit où, je lui ai dit que donner deux endroits différents. Il m'a dit qu'il souhaitait venir me rencontrer dans mon bureau. J'ai dit d'accord. Je lui ai dit alors à 10h. Et il m'a dit 10h, j'ai un autre engagement. Donc je lui ai proposé l'après-midi de 14h30, voire 15h. Il dit qu'il n'y a aucun problème. Donc on s'est séparés sur cet appel téléphonique le lendemain matin. Et il nous a appelés pour nous dire qu'il fallait lui adresser un courrier, qu'il ne pouvait pas se déplacer comme ça. Et effectivement, je lui ai adressé un courrier, donc copie effectivement là.
un courrier lui a été adressé officiellement et quelqu'un est venu récupérer le courrier. Et à l'issue de la réception du courrier, il m'a encore appelé pour me dire effectivement qu'il a reçu le courrier. Il m'a donné quelques raisons qui feront qu'il ne pourrait pas faire ce déplacement. Mais à date, moi je n'ai pas reçu, parce que c'est un courrier officiel émanant d'une institution, et je n'ai pas reçu de courrier de sa part me disant qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis quelque peu surpris qu'il ne soit pas là. Mais nous ne pouvons que nous tous constater effectivement son absence. Vous êtes là depuis le matin, moi-même je suis là depuis le matin. Et voilà, il n'est pas là. Je pense que je suis investi d'un capital confiance extrêmement important des autorités. Je vais user de tous les moyens légaux à ma disposition pour amener notre compatriote à la raison. La porte de l'inspection est grandement ouverte. Je pense qu'il faut qu'on dialogue. Le dialogue, à partir du dialogue, on peut aboutir à toutes les solutions possibles. Le principe de cette rencontre a été proposé lors de la réunion qui a réuni l'ensemble des partenaires sociaux, donc gouvernement, syndicats, patronat, élargi à l'association des parents d'élèves. Et tous ont jugé que pour sortir de cette impasse, il fallait permettre, nonobstant le fait qu'il y avait un problème de légitimité ou de légalité, il fallait permettre de donner la parole à tout le monde. Et l'inspecteur du travail, qui est une instance, un service public chargé de l'administration du travail et qui a été médiateur des accords qui ont été signés, a été désigné pour recevoir la fraction dissidente du SLEG. Malheureusement, au dernier moment, il semble qu'effectivement, il n'ait pas souhaité se rendre à cette invitation, ce qui laisse des doutes sur la réelle volonté de M. Souma et de ceux qui sont avec lui d'arriver à une solution à cette crise. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous essayons d'être le plus loin possible des affaires syndicales. Le SLEG, nous avons pris acte de ce que le SLEG avait exclu M. Souma. Nous n'avons pas reçu de contestation, en tout cas à date. Nous avons également constaté que M. Souma contestait cette exclusion, que lui-même il avait fait un congrès. Ça, c'est à l'intérieur du syndicat et éventuellement par les voies judiciaires appropriées, c'est-à-dire le tribunal du travail, que cela doit se régler. Ce n'est pas au gouvernement de choisir entre les syndicats, mais quand même, nous avons eu affaire à un seul syndicat jusqu'à ce que nous ayons signé le protocole. Et si on doit revenir sur les thèmes de ce protocole, il faut que les uns et les autres sachent à quel danger on s'expose. Ça, c'est très important. On a signé un protocole avec un ensemble de mesures qui ont été prises, chacune dépendant l'une de l'autre. Quand vous décidez de baisser un salaire ou d'augmenter une prime ou d'affecter un certain nombre de fonctionnaires à un service, vous jouez sur chacun des paramètres. Nous avons négocié cette hausse de 40% des salaires, ces hausses des primes des enseignants, primes de CREA, primes de zone et ainsi de suite, en tenant également compte d'un certain nombre de paramètres. Et nous avons également accepté de recruter 5565 jeunes fonctionnaires qui n'étaient pas engagés à la fonction publique avec des dossiers plus ou moins litigieux. Si on nous dit aujourd'hui de revenir sur ces accords que nous avons signés, est-ce que cela veut dire qu'on nous demande également d'annuler le recrutement de ces 5565 jeunes qui ont été recrutés? Donc, les conséquences de ce qu'on est en train de faire vont au-delà de la programmation budgétaire, parce que ce que nous avons conclu implique des programmes budgétaires. Les finances se planifient de manière à savoir qu'à la fin de ce mois de février, ils vont payer 10%. Ensuite, je crois que c'est au mois d'octobre, en tout cas, qu'ils vont payer encore 10%, et ainsi de suite. Il faut prévoir la provision, les salaires de ces 5565 jeunes qui ont été recrutés. Il faut prévoir ce qu'on va payer en prime de CREA. Il y a aussi les indemnités de départ à la retraite, la revalorisation des retraites. Tout ceci est interdépendant. Est-ce que c'est cela que M. Souma veut remettre en cause? Je ne crois pas. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter un mouvement qui ne fait qu'enliser la situation, de régler les situations, les problèmes qu'il y a en interne au SLEG, et de respecter les accords qu'on a signés, et de continuer sur les autres points, quitte à ce qu'au bout d'un certain temps, on revienne parler d'un certain nombre de points qui intéressent M. Souma et sa faction dissidente. De toute manière, quel que soit ce qui se passera, que ce soit
avec le SLEG version actuelle ou un autre SLEG, quelle que soit la négociation qui se passera, elle se passera devant l'inspecteur du travail. Moi, je peux ne pas être là, un autre ministre peut ne pas être là, l'inspecteur du travail, lui, sera là. Donc, quand on refuse même de discuter avec celui-là même qui, de toute manière, sera chargé de procéder au règlement de quelque différend que ce soit, ça nous pose un réel problème en termes de compréhension de la démarche de M. Souma. Ces propos ont été recueillis par Alga Semoba. Voilà, c'est officiel. L'ENAP de Québec délocalise son master Excellence à Conakry. Ce programme de formation sera enseigné par les experts de 2 pays. 34 seront retenus en fonction de leur parcours professionnel et expérience administrative pour une formation de 2 ans. L'objectif est de qualifier la gestion des ressources humaines dans les services publics. Baba Kouyaté. C'est une bonne nouvelle pour les agents des services publics. L'École nationale d'administration publique du Québec délocalise officiellement son programme de formation en master à Conakry. Dès septembre prochain, les premiers cadres sélectionnés vont commencer à recevoir les cours en administration publique pour une durée de 2 ans. Il s'agit d'un projet pilote qui va toucher 30 fonctionnaires dans 10 départements ministériels. C'est un master de 2e cycle de 45 crédits qui donne droit au grade de maître en administration publique. Donc, il est composé d'environ 13 cours de 3 crédits chacun. Certains cours en présentiel, d'autres en ligne. Alors, les conditions d'admission pour le master sont d'abord un diplôme, donc un baccalauréat québécois ou une licence française ou un bac plus 3 ou bac plus 4, dépendamment du parcours pédagogique de l'étudiant. Donc, les équivalences de diplômes sont faites au bureau du registraire de Québec. En second lieu, comme condition d'admission, c'est l'expérience en gestion. Alors, il nous faut un minimum de 2 ans d'expérience comme manager. Entièrement financé par le gouvernement guinéen, ce projet offre une formation gratuite aux cadres dans le but de rendre efficaces les futurs dirigeants dans la gestion des ressources humaines. En attendant la finalisation du bâtiment de l'ENA de Guinée, les étudiants de ce master délocalisé vont suivre les cours au Centre de perfectionnement administratif CPA de la fonction publique. Si aujourd'hui on nous dit que Québec, l'École nationale d'administration publique, les cadres évoluant dans cette école doivent faire un déplacement, c'est-à-dire délocaliser l'obtention, n'est-ce pas, du master par excellence en Guinée, et je vous dirais que c'est vraiment une fierté. Les fonctionnaires qui sortiront de ce programme-là seront des fonctionnaires qui vont nous apporter la modernisation au sein de l'administration. Donc au bout, c'est la capacité d'intervention de l'administration qui sera renforcée. Cette première tournée d'information et de sensibilisation sur les opportunités qu'offre ce programme a touché les ministères de la fonction publique et celui de l'administration du territoire et de la décentralisation. Jusqu'en mai prochain, les dossiers de candidature seront reçus au siège de l'ENA de Guinée. À peine nommé médiateur de la République, Mohamed Saïd Fofana s'est rendu à Dubrika pour échanger avec le Kuntigi de la Basse-Guinée. Au cours de cette prise de contact, des questions liées à l'instauration d'un climat de paix en Guinée ont été abordées. Maurice Sidibé pour les détails. À peine nommé par le chef de l'État, le nouveau médiateur de la République est sur le front de l'apaisement. Ici à Dubrika, El Hadj Mohamed Saïd Fofana est venu prendre contact avec le Kuntigi de la Basse-Guinée et sa suite. La démarche du médiateur de la République vise à amener tout un chacun à mettre en avant l'intérêt général de la Guinée. On nous a confié une mission qui ne peut se faire, qui ne peut s'exécuter, qui ne peut se réussir qu'avec tout le monde, qu'avec le concours de tout le monde. Nous vivons une période très agitée et il est très bon que chaque Guinéen se ressaisisse et que nous puissions parler à tout le monde sur les problématiques de la médiation nationale. Quel est le rôle attendu du médiateur, quels sont ses domaines de compétences, mais attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité que l'on se ressaisisse, que l'on privilégie les intérêts nationaux sur les intérêts particuliers. J'en profite pour remercier le chef de l'État, le président Alpha Condé,
qui m'a réitéré sa confiance en me confiant cette lourde responsabilité d'assurer la médiation nationale. Cette première visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre d'un programme de prise de contact avec tous les acteurs de la vie de la nation. L'initiative du médiateur de la République est jugée salutaire par ces sages de la préfecture de Doubrika. Venir aujourd'hui rencontrer les sages de Doubrika, c'est un bon travail. Dans cette initiative, nous conseillerons le médiateur de bien jouer son rôle. C'est quelqu'un qui est sage et qui défend la vérité. Des prières et bénédictions ont été faites afin que le Tout-Puissant l'accompagne pour mener à bien sa mission d'amélioration des relations entre les gouvernants et les gouvernés. Après plus de 40 ans de service rendu à la nation, Kaba 43 Camara a bénéficié de la confiance du chef de l'État pour diriger la chancellerie des ordres nationaux de Guinée. Le nouveau promu vient d'être installé dans ses fonctions. Parmi ses priorités, la réforme de la chancellerie. Aboubakar Junior Camara. La chancellerie nationale est l'institution chargée de récompenser des éminents mérites acquis au service de la nation, soit à titre civil ou sous le drapeau. Pour diriger cette noble institution, le général de division Kaba 43 Camara, ancien inspecteur général des armées, est promu par le chef de l'État, grand maître des ordres nationaux du mérite. Cette cérémonie d'installation de nouveaux chanceliers a fait l'objet d'une grande mobilisation. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a bien voulu porter son choix sur ma modeste personne en me nommant à la haute fonction de grand chancelier de l'Ordre national de mérite. Je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui m'a accordé ces bienfaits par un tel bonheur. L'Ordre national du mérite de la République de Guinée est créé en 1986. Depuis cette date, plusieurs personnalités nationales et étrangères ont été distinguées de par leur contribution pour le service rendu à la nation. Le nouveau chancelier, après 49 ans de loyaux services rendus à la nation, trouve encore sous sa table un certain nombre de projets, comme la tenue en Guinée de la conférence de chancellerie de l'Afrique de l'Ouest francophone prévue pour 2023. Le projet d'abord, c'est la restructuration de notre grande chancellerie. On veut décentraliser les activités de la chancellerie au niveau des régions naturelles au moins, parce que les distinctions, ce n'est pas seulement à Conakry, c'est aussi à l'intérieur du pays. Ensuite, on veut harmoniser nos textes avec les grandes chancelleries de l'Afrique sud-saharienne, avec lesquelles nous sommes dans la conférence biennale des grandes chancelleries francophones sud-sahariennes et de France. Ensuite, cette réforme nous permettra aussi de créer d'autres distinctions au niveau des départements ministériels et institutions. Le général Kaba 43 Camara remplace feu commandant Moriba Kourouma, décédé le 15 décembre dernier. Le Conseil de l'Ordre national du mérite est composé de 7 membres. Aujourd'hui, 4 postes de ces conseillers restent vacants. On en vient à la page santé de cette édition tenue à la pharmacie centrale de Guinée de la remise officielle du matériel informatique et bureautique au ministère de la Santé. Les 6 directions préfectorales de santé de la région administrative de Zérékoré ont bénéficié de ces outils informatiques pour renforcer les capacités de gestion des données. Le projet d'appui à la santé PASA, donateur, a aussi prêté main forte à la pharmacie centrale de Guinée. Ces équipements viennent ainsi soutenir le processus de modernisation du système de gestion de la PCG. Adia Toubari nous en dit plus. PASA, le projet d'appui à la santé renforce le système informatique de la pharmacie centrale de Guinée.
Le projet met à la disposition des autorités sanitaires un lot de matériel informatique et bureautique pour davantage faciliter la chaîne d'approvisionnement et de gestion des intrants pharmaceutiques. De quoi permettre à la centrale d'achat de faire la collecte et la remontée des données sanitaires venant des différents dépôts comme celui de Guinée-Maritime, jusque-là sans outils informatiques. Je voudrais, au nom de ces bénéficiaires, rassurer les donateurs que ces outils seront utilisés à bon escient. Soyez réellement rassurés. Soyez rassurés parce que ces outils étaient attendus. Il y a des besoins pour leur utilisation. L'équipe informatique est très importante pour la planification de toute la distribution de produits pharmaceutiques dans toute la Guinée. Ces matériels informatiques et bureautiques ont coûté près d'1 demi-milliard de francs guinéens au projet d'appui à la santé sous financement de l'Union européenne et l'Agence française de développement. Le lot est composé de 64 ordinateurs, 32 imprimantes et de 12 photocopieuses. Des équipements qui sont répartis entre la pharmacie centrale de Guinée et les 6 directions préfectorales de santé de la région de Zérékouré. Ce don du projet PASA vient ainsi appuyer le ministère de la Santé dans son programme national d'informatisation du système de santé déjà amorcé. Tous ces ordinateurs vont être connectés à Internet afin que les données puissent être rendues disponibles à Conakry pour des prises de décision rapides. Donc nous remercions très sincèrement l'Union européenne de contribuer donc à la réalisation de ce projet. Le projet d'appui à la santé PASA est présent en Guinée depuis 2014. Ce partenaire du ministère de la Santé œuvre notamment dans l'amélioration de l'offre de soins de la mère et de l'enfant dans le district sanitaire de Zérékouré. Sans transition, nous partons à la baie où des partenaires s'investissent aux côtés du gouvernement pour améliorer l'accès des populations aux soins de santé, un appui qui fait de la plupart des centres de santé et hôpitaux des structures de référence dans la prise en charge des patients. Sur de Kera, Mohamed Mfali Kamara, reportage. Situé à 7 km de la commune urbaine de la baie, ce centre de santé du district de Lombona est inauguré depuis 2001. Il est l'œuvre de la coopération canadienne et des ressortissants. En son sein, 2 unités de soins communautaires sont créées et équipées par l'ONG Africami. Il s'agit du cabinet dentaire et de l'ophtalmologie. En plus des consultations et soins gratuits, des verres correcteurs sont offerts aux patients venus de différents horizons. Africami a été créé justement pour pouvoir revenir en Guinée. Je savais que la Guinée avait besoin de beaucoup de choses. J'ai réuni pendant une année une équipe. Et j'ai réuni du matériel. Ensuite, on a essayé de trouver beaucoup d'adhérents parce que nous sommes tous bénévoles dans cette association. Personne n'est rémunéré. Chaque membre paye son billet d'avion. Chaque membre a ses frais. Et nous apportons tout ça en Guinée. Et nous sommes très bien reçus par Eladj Lombona Diallo, qui nous héberge, qui nous loge, qui nous véhicule. Donc on a toute la logistique à notre disposition. Donc on peut faire notre travail correctement. Le coût de réalisation du centre de santé de Lombona s'élève à 270 millions de francs guinéens. Outre son équipement complet, il est doté d'un système d'adduction d'eau et d'électrification pour la permanence des soins. En plus du centre, l'ONG française, en collaboration avec Gynécologie sans frontières, appuie également l'hôpital régional de l'Abbé. Cette table ultramoderne avec accessoires doit servir à améliorer les interventions d'urgence à la maternité de l'hôpital. C'est de quoi équiper une salle de césarienne et une salle d'accouchement. Et il y a aussi d'autres matériels, par exemple ici un fauteuil pour les personnes invalides. Nous avons 3 ou 4 autres fauteuils. Et il y a beaucoup de matériel de consommables aussi. Et tout ça, ça a été donné par les hôpitaux de ma région. Brive-la-Gaillarde en Corrèze, Tulle en Corrèze, Limoges, le CHU de Limoges qui est en Haute-Vienne, et une clinique qui s'appelle la clinique des émailleurs. Une autre clinique aussi que j'allais oublier, qu'il ne faudrait pas oublier, qui s'appelle la clinique Saint-Germain à Brive. L'objectif c'est quoi? C'est de permettre aux chirurgiens guinéens d'avoir une bonne maîtrise de la chirurgie de la fistule compliquée.
Les fistules simples, nos chirurgiens le faisaient parfaitement bien, mais il fallait les outiller, il fallait les former pour les fistules compliquées. Voilà comment Gynécologie sans frontières est venue à la baie et depuis on est ensemble. En plus de cette assistance, les missions médicales sont régulièrement organisées par ses partenaires d'appui. Le but essentiel est d'atteindre le maximum de population en matière de soins de santé de qualité dans la région. Non loin de la baie, à Dalaba, la direction générale de l'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire a célébré la journée du livre. C'est en collaboration avec le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre. L'objectif est de faire bénéficier davantage la Guinée de l'année littéraire. Lancé Kamisoko. Cette cérémonie littéraire est une occasion pour les 890 étudiants de cet institut d'échanger avec d'autres personnalités. Pour les autorités locales, offrir un livre, c'est offrir une vie. Le livre, indépendamment de sa propriété d'être une source de savoir et de savoir-faire, est aussi le plus puissant moyen d'échange culturel entre les peuples et les générations depuis toujours. Il permet de revivre le passé, de comprendre le présent et de susciter chez le lecteur, surtout chez les jeunes, les projections les plus ambitieuses et les plus audacieuses sur l'avenir. Nous allons tout faire pour permettre à la jeunesse guinéenne et demander à la jeunesse guinéenne de s'adonner à la lecture parce que c'est la base de la vie. Initié par le commissariat général Conakry, capitale mondiale du livre, cet événement est le début d'un vaste programme visant à faire bénéficier davantage la Guinée de l'année littéraire offerte par l'UNESCO. On ne peut pas parler de livres aujourd'hui sans parler de livres numériques. Nous avons au sein des éditions L'Harmattan une application qu'on appelle l'Harmatech. Nous allons prendre toutes les dispositions pour que dans les semaines qui arrivent, votre institut soit connecté à près de 350 000 livres. Nous allons prendre les dispositions avec votre direction, avec des passes, pour que les étudiants de cet institut puissent lire. Lire en classe, lire dans la bibliothèque, mais lire aussi avec votre smartphone. Pour inciter les jeunes à la lecture, des poètes, des conteurs guinéens et canadiens ont fait le tour du podium pour assommer le public dans la fiction des belles lettres. Mesdames et messieurs, vous suivrez l'intégralité des propos de l'inspecteur général du travail et du ministre Damantan Albert Camara, porte-parole du gouvernement, juste après ce journal par rapport à ces négociations. Les préparatifs de la journée internationale de la femme vont bon train à Conakry. Responsable du département de l'action sociale et responsable d'ONG de défense des droits des femmes multiplient les rencontres d'échange pour la réussite de cet événement. C'est le premier élément de Guinée en bref. À quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la femme, le ministère en charge de la promotion féminine et de l'enfance confère avec une cinquantaine d'ONG féminines œuvrant dans le domaine de la protection et la promotion de la jeune féminine. Objectif, partager avec ces femmes les dispositions prises par le département pour la réussite du 8 mars et la participation de la Guinée à la 62e session des Nations Unies sur les conditions des femmes. Cette année, la journée dédiée à la femme sera placée sous le signe de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles en milieu rural. Ils ont décidé que cette fois-ci, elles ne souhaitent pas être dans la salle des congrès du Palais du Peuple, elles voudraient être sur l'esplanade. Donc je lance un appel à toutes les femmes, de toutes les obédiences, que ce soit des femmes qui sont dans les partis politiques, les femmes des syndicats, elles étaient représentées ici, qu'on se mobilise ce jour-là. Parce que qu'est-ce que nous allons faire? C'est pour rendre hommage et magnifier les femmes rurales, les femmes championnes, celles qui n'ont pas eu la chance, comme nous, d'aller à l'école, mais qui se sont battues, elles ont réussi à émerger de la pauvreté, de la précarité dans laquelle elles se trouvaient. Et elles ont aidé également leurs consoeurs à avoir un métier.
Le non-paiement de la zakat et du waf par les opérateurs économiques du pays reste une préoccupation majeure pour le secrétariat général aux affaires religieuses. Pour changer la donne, un protocole d'entente est signé entre le groupe organisé des hommes d'affaires Goha. Cette organisation entend encourager les opérateurs économiques du pays à s'acquitter de leurs devoirs religieux. Il s'agit d'encourager l'ensemble des opérateurs économiques dans ce sens. Il s'agit de sensibiliser et faire comprendre à tout le monde la nécessité des zakat et des waqf. Je pense que, Inch'Allah, avec les efforts que nous allons déployer sur le terrain, non seulement à l'intérieur de la Guinée, mais aussi à l'étranger, nous pensons que, Inch'Allah, nous allons aboutir. En tout cas, nous serons engagés la même envergure qu'on a déployée sur le terrain dans la sensibilisation et la lutte contre Ebola. Et nous ferons plus que ça, Inch'Allah, sur le terrain pour pouvoir aboutir. Dans le cadre du renforcement des capacités des doctorants de l'Université générale Lansana Conté de Sofonia, un partenariat scientifique est scellé entre l'Université Cheikh Anta Diop du Sénégal et l'Université générale Lansana Conté de Sofonia. C'est en vue de faciliter la mobilité des enseignants et des étudiants en phase de préparation des thèses de mémoire. L'arrivée de ces experts sénégalais de l'Université Cheikh Anta Diop du Sénégal se situe dans ce cadre. Un ouf de soulagement pour les doctorants des départements sciences politiques et juridiques de l'Université générale Lansana Conté de Sofonia. La formation des formateurs est une priorité du gouvernement que dirige si heureusement le professeur Alpha Condé, président de la République. La raison, nous voulons tirer l'ensemble du système éducatif par là-haut, par le sommet. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des gens bien formés au niveau universitaire pour que les autres niveaux ressentent immédiatement l'effet. Les autorités de l'université de Sofonia ont jugé nécessaire que le moment opportun, avec aujourd'hui la synergie d'action entre les universités, d'ouvrir cette école doctorale. Donc elle est salutaire et je pense que les doctorants qui vont sortir d'ici seront des doctorants capables de produire vraiment des œuvres scientifiques. Page noire, l'une des divas de la musique pastorale guinéenne vient de tirer sa révérence. Fatou Lissa Barry rentre d'un séjour de 2 semaines au Canada. L'artiste chanteuse nous a quittés ce vendredi à 14h des suites d'une courte maladie. Que son âme repose en paix. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va donc la vie. Nul ne restera sur terre. Alors, œuvrons pour la paix et la quiétude dans notre pays. Bonsoir à tous.